Une petite fille appelle le 911 et dit « Il y a quelque chose qui bouge dans mon ventre ». Ce que la police et les médecins ont trouvé a choqué tout le monde. Avant de nous plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous nous regardez. Profitez de l'histoire. C'était un mardi après-midi dans une petite ville de Géorgie, un de ces jours où la chaleur estivale faisait que tout se déplaçait un peu plus lentement. Le centre de répartition du 911 ronronnait avec son efficacité habituelle et silencieuse. Quelques incidents de circulation, un appel médical mineur, rien d'inhabituel pour le comté de Maplewood. Puis le téléphone a sonné. Olivia Andrade, une opératrice chevronnée avec 15 ans d'expérience, a pris l'appel, s'attendant à une autre urgence de routine. Ce qu'elle a entendu à la place lui a glacé le sang. 911, quelle est votre urgence? Une petite voix tremblante a murmuré de l'autre côté, à peine audible à travers le grésillement, mon petit ventre ne veut pas arrêter de bouger. Il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de moi. Ça fait tellement mal. Olivia s'est penchée en avant. Ses instincts entraînés se sont immédiatement activés. La voix appartenait à une très jeune fille, peut-être 6 ou 7 ans. Mais il y avait quelque chose dans cette petite voix qui a fait monter le rythme cardiaque d'Olivia d'inquiétude. « Ma chérie, peux-tu me dire ton nom ?» a demandé Olivia doucement, tandis que ses doigts volaient déjà sur le clavier pour tracer l'appel. « Lia » a répondu la petite voix, suivie d'un léger sanglot. « Lia Sofia Torres, j'ai peur. Je sens quelque chose bouger dans mon ventre et ça fait si mal. » Olivia avait pris des milliers d'appels d'enfants au fil des ans. Des genoux écorchés, des portes fermées accidentellement, même des farces. Mais c'était différent. Il y avait une terreur authentique dans la voix de Lia, une urgence désespérée qui a fait s'envoler les instincts maternels d'Olivia. « Lia, mon amour, où es-tu en ce moment? Est-ce que ta maman ou ton papa sont avec toi? » « Je suis dans la cour arrière », a chuchoté Lia, sa voix de plus en plus faible. Maman est partie travailler à l'endroit de nettoyage. Elle ne sait pas ce qui m'arrive. L'emplacement est apparu sur l'écran d'Olivia, 200 Oakwood, une adresse rurale à la périphérie de la ville. Olivia a pu voir qu'elle était enregistrée au nom de Sofia Torres, une mère célibataire qui avait plusieurs emplois de nettoyage dans tout le comté. « Lia, je vais envoyer quelqu'un pour t'aider tout de suite, d'accord? Peux-tu rester au téléphone avec moi? Je veux bien, mais l'oncle David pourrait m'entendre. Il a dit que je ne devais jamais parler à personne de nos jeux spéciaux, mais cette fois, quelque chose a vraiment mal tourné et mon ventre n'arrête pas de faire mal. » Le sang d'Olivia s'est glacé. En 15 ans en tant qu'opératrice, elle avait appris à lire entre les lignes ce que les enfants ne pouvaient pas dire directement. Toutes les alarmes dans sa tête sonnaient. « Lia, tu as fait ce qu'il fallait en appelant. Tu es très courageuse. Je vais envoyer l'officier Campos te voir tout de suite. Il est très gentil et veut juste s'assurer que tu vas bien. » À travers le téléphone, Olivia pouvait entendre la respiration difficile de Lia et ses légers gémissements de douleur. L'enfant était clairement en détresse physique, mais Olivia sentait qu'il y avait bien plus dans cette histoire. « Ce qui bouge dans mon ventre, ça fait 2 jours. L'oncle David a dit que c'était normal après nos jeux, mais ça empire. J'ai fait des dessins pour montrer à maman, mais elle a tellement travaillé. » Olivia a immédiatement dépêché l'officier Benjamin Campos, marquant l'appel comme une priorité élevée. Quelque chose dans l'innocence de Lia, mêlée à sa douleur évidente, créait une urgence qu'Olivia avait rarement ressentie dans sa carrière. « Lia, je dois te demander de rester exactement où tu es. » « D'accord. L'officier Campos sera là dans quelques minutes seulement. Tu n'as plus à avoir peur. » Pendant qu'Olivia gardait Lia en ligne, elle a remarqué que la respiration de la petite fille devenait plus erratique. Quoi que ce soit qui causait le malaise de Lia était clairement grave. Si grave qu'une enfant de 7 ans avait trouvé le courage de composer le 911 alors que les adultes de sa vie n'avaient pas réussi à la protéger. « Restez-vous au téléphone jusqu'à ce qu'il arrive ?» a demandé Lia, sa voix si petite et vulnérable. « Bien sûr, ma chérie. Je ne vais nulle part. » Mais même pendant qu'Olivia prononçait ces mots réconfortants, son esprit s'emballait avec des possibilités sombres. Au fond d'elle, elle savait que cet appel était sur le point de tout changer pour cette petite fille et pour tous ceux qui allaient bientôt faire partie de l'histoire de Lia. Les minutes suivantes allaient déclencher une chaîne d'événements qui mettrait à l'épreuve les limites de la compassion d'une petite communauté et révélerait jusqu'où les gens iraient pour protéger une enfant innocente.
Alors que les sirènes de l'officier Campos se rapprochaient, Olivia ne pouvait que prier pour qu'il ne soit pas déjà trop tard. L'officier Benjamin Campos patrouillait le comté de Maplewood depuis 8 ans. Mais alors qu'il s'engageait sur le chemin de gravier du 1247 au Coodlan, quelque chose semblait différent dans cet appel. Le ton urgent d'Olivia à la radio avait transmis plus qu'une simple inquiétude routinière. Il y avait une véritable peur dans sa voix. La maison était isolée de la route, une modeste habitation de plain pied avec de la peinture blanche écaillée et un petit porche à l'avant. Le jardin était soigné, mais montrait des signes de quelqu'un qui travaillait plusieurs emplois. Des vêtements étalés sur une corde à linge improvisée, un petit potager qui avait besoin d'attention, des jouets d'enfants éparpillés, mais organisés. Lorsque Benjamin est sorti de sa patrouille, il a entendu une petite voix l'appeler de l'arrière de la maison. « Êtes-vous le policier que la gentille dame a dit qui viendrait ?» Benjamin a suivi la voix jusqu'à la cour arrière, où il a trouvé la petite fille la plus petite et la plus effrayée qu'il ait vue en des années de service. Lia Sofia Torres était assise sur une vieille balançoire en bois, ses petites mains serrées sur les chaînes, ses cheveux foncés tombant sur son visage. « Bonjour, Lia. Je suis l'officier Campos, mais tu peux m'appeler officier Benjamin. La dame au téléphone, Olivia, m'a dit que tu ne te sentais pas bien. » Lia a levé les yeux avec des yeux qui semblaient trop vieux pour son visage de 7 ans. Elle portait une robe jaune délavée à petites fleurs et Benjamin a remarqué qu'elle tenait son estomac d'une main. « Mon ventre me fait très mal », a chuchoté Lia, tandis que les larmes commençaient à monter. « Et il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur. C'est très effrayant. » Benjamin s'est agenouillé au niveau des yeux de Lia. Son entraînement entrait en action. Il avait suivi des cours spécialisés sur la façon de parler aux enfants et chaque instinct lui disait de procéder avec la plus grande prudence. « Lia, peux-tu me dire depuis combien de temps ton ventre te fait mal comme ça ?»« 2 jours, ça a commencé après que. » Lia a cessé de parler et a regardé nerveusement vers la maison. Après que l'oncle David soit venu nous voir, il a dit que les jeux auxquels nous jouions me feraient me sentir bizarre pendant un moment, mais ça empire, ça ne s'améliore pas. Benjamin a senti sa mâchoire se serrer, mais il a gardé sa voix douce et calme. « Lia, où est l'oncle David maintenant ? Il est parti ce matin avant que maman ne parte travailler. Il a dit qu'il devait aller à son travail à l'entrepôt, mais qu'il reviendrait ce soir. » La voix de Lia est devenue encore plus petite. « Il m'a dit de ne parler à personne de nos jeux spéciaux, mais j'ai eu tellement peur quand mon ventre a commencé à bouger. Tu as fait exactement ce qu'il fallait en demandant de l'aide, Lia. Tu es très courageuse. » Benjamin s'est levé et a appelé une ambulance par radio, gardant la voix basse pour ne pas effrayer Lia davantage. Quelque chose dans cette situation déclenchait toutes les alarmes dans sa tête. « Lia, je pense que nous devrions faire examiner ton petit ventre par un médecin juste pour s'assurer que tout va bien. Est-ce que ça te va ?» Lia a hoché la tête, essuyant son nez avec le dos de sa petite main. « Viendrez-vous avec moi ? Je ne veux pas être seule. »« Bien sûr que je viendrai. Et nous allons aussi appeler ta maman, d'accord ?» En attendant l'ambulance, Lia a montré à Benjamin ses dessins, des images qu'elle avait faites au crayon sur de vieux sacs en papier d'épicerie. Le cœur de Benjamin s'est serré en les regardant. Il montrait des bonshommes d'une petite fille et d'un homme plus grand avec la petite fille, semblant toujours triste ou effrayé. « J'ai fait ça pour le montrer à maman », a expliqué Lia. Mais elle a tellement travaillé depuis que papa est parti au ciel. Elle rentre très tard et elle est toujours fatiguée. L'ambulance est arrivée en quelques minutes et la paramédicale Carmen Diaz a immédiatement pris les choses en main. C'était une femme gentille d'une 50aine d'années qui avait un don spécial avec les enfants. « Bonjour, bel enfant », a dit Carmen doucement, en s'approchant de Lia. « J'ai entendu dire que ton petit ventre ne se sentait pas bien. Peux-tu m'en parler ?» Lia a répété son histoire à Carmen, qui a écouté avec une inquiétude croissante. Alors que Carmen examinait doucement l'abdomen de Lia, son expression est devenue sérieuse. Officier Campos a appelé Carmen à voix basse. « Nous devons l'emmener à l'hôpital immédiatement. Cet enfant a besoin de soins médicaux urgents. » Benjamin a aidé Lia à monter dans l'ambulance, sa petite main agrippant la sienne avec force. Alors qu'il se dirigeait vers l'hôpital général de Maplewood, Lia l'a regardé avec ses yeux trop vieux. « Officier Benjamin, j'ai des problèmes pour avoir appelé le 911. L'oncle David a dit que je ne devais jamais parler de nos jeux aux adultes. » Le cœur de Benjamin s'est encore un peu plus brisé. « Lia, tu n'as pas de problème du tout.
Tu as fait quelque chose de très courageux et de très intelligent. Parfois, quand les adultes nous disent de garder des secrets, c'est parce qu'ils savent qu'ils font quelque chose de mal. Lorsque l'ambulance est entrée dans le service des urgences de l'hôpital, Benjamin savait que ce n'était que le début. Quoi qu'il soit arrivé à Lia, quels que soient les jeux qu'on l'avait forcé à jouer, la vérité était sur le point d'éclater et quand ce serait le cas, cela choquerait tous les intervenants. La docteure Emilia Blanco avait presque tout vu en 12 ans en tant que pédiatre urgentiste à l'hôpital général de Maplewood. Mais alors qu'elle se préparait à examiner Lia Torres, 7 ans, quelque chose dans le comportement effrayé de la fillette et les expressions inquiètes des ambulanciers lui disaient que ce cas serait différent. « Bonjour, ma chérie », a dit la docteure Blanco gentiment, en tirant une chaise près du lit d'hôpital de Lia. « Je suis la docteure Blanco et je suis ici pour t'aider à comprendre pourquoi ton petit ventre te fait mal. Ça te va ?» Lia a hoché la tête en silence, sa petite main toujours accrochée au doigt de l'officier Benjamin. La courageuse fillette qui avait trouvé le courage d'appeler le 911 semblait maintenant encore plus petite sous les lumières vives de l'hôpital. « Lia, peux-tu me montrer exactement où tu as mal ?» a demandé doucement la docteure Blanco. Lia a pointé le bas de son abdomen, juste ici et j'ai l'impression que quelque chose bouge à l'intérieur. Ça s'aggrave depuis hier. L'œil entraîné de la docteure Blanco a immédiatement remarqué que le malaise de Lia était réel et significatif. Elle a commencé son examen doucement, parlant d'une voix rassurante pour garder la fillette calme. « Je vais utiliser cette machine spéciale pour prendre des photos de ce qu'il y a dans ton ventre, » a expliqué la docteure Blanco, en préparant l'équipement d'échographie. Ça ne fait pas du tout mal. Ce sont comme des photos magiques qui aident les médecins à voir ce qui se passe. Alors que la docteure Blanco appliquait le gel froid sur l'abdomen de Lia et commençait l'échographie, l'officier Benjamin observait attentivement le visage de la docteure. Il avait appris à lire les expressions des professionnels de la santé au cours de ses années de travail policier. Au début, le visage de la docteure Blanco montrait une concentration de routine. Puis, soudain, ses sourcils se sont froncés de confusion. Elle a ajusté la sonde d'échographie, prenant des images sous différents angles. Son expression devenait plus sérieuse de seconde en seconde. « Qu'est-ce que c'est, docteur ?» a demandé l'officier Benjamin à voix basse. La docteure Blanco a arrêté la machine et a regardé l'écran avec une préoccupation évidente. « J'ai besoin que le docteur Pardo descende ici immédiatement, » a-t-elle dit, en cherchant son téléphone. « Lia, ma chérie, tout va bien se passer, mais je veux qu'un autre médecin regarde ces photos avec moi. » En quelques minutes, le docteur Roberto Pardo, chef de la pédiatrie de l'hôpital, est arrivé au service des urgences. C'était un homme au visage aimable d'une 60aine d'années qui avait pratiqué des accouchements et traité des enfants à Maplewood pendant plus de 30 ans. « Que avons-nous, Emilia ?» a-t-il demandé. Mais sa question a été répondue lorsqu'il a lui-même regardé l'écran de l'échographie. Les deux médecins ont regardé les images dans un silence stupéfait. Là, clairement visible sur le moniteur, il y avait quelque chose qui n'aurait absolument pas dû se trouver à l'intérieur du corps d'une enfant de 7 ans. « C'est ça », a commencé le docteur Pardo. « Oui », a chuchoté la docteure Blanco. « Il semble s'agir d'un petit appareil électronique, une sorte d'équipement de suivi ou de surveillance. » L'officier Benjamin a senti sa tension artérielle monter en flèche. « Vous voulez dire que quelqu'un a mis quelque chose à l'intérieur de cette petite fille ?» La docteure Blanco a hoché la tête sombrement. L'appareil semble avoir été inséré récemment. Il provoque une inflammation et un inconfort, ce qui explique la douleur de Lia et la sensation de mouvement qu'elle a ressentie. Lia a levé les yeux du lit avec des yeux inquiets. « Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez moi. Je suis malade ?» La docteure Blanco s'est immédiatement déplacée pour la réconforter. « Non, ma chérie, tu n'es pas malade, mais quelqu'un a mis quelque chose en toi qui n'a pas sa place là-bas et nous devons l'enlever en toute sécurité. » L'officier Benjamin s'est écarté et a appelé des renforts par radio, la mâchoire serrée de colère et de détermination. Cette enfant innocente avait été violée d'une manière qui nécessiterait une enquête immédiate et une prise en charge minutieuse. « Lia, » a dit le docteur Pardo doucement, « nous allons très bien prendre soin de toi, mais nous devons appeler ta maman et faire venir des policiers spéciaux pour te parler. » D'accord. Les yeux de Lia se sont remplis de larmes. « J'ai des problèmes. L'oncle David a dit que de mauvaises choses se passeraient si je parlais de nos jeux à quelqu'un. » Les deux médecins ont échangé des regards significatifs. Le tableau devenait plus clair et plus troublant qu'ils ne l'avaient imaginé au départ.
Lia, tu n'as pas de problème, a dit la docteure Blanco fermement. Tu as fait ce qu'il fallait en demandant de l'aide. Tu es très courageuse et maintenant nous allons nous assurer que tu es en sécurité. Alors que le personnel médical se préparait à une procédure délicate pour retirer l'objet étranger, l'officier Benjamin savait que cette affaire allait devenir bien plus importante que quiconque ne l'avait prévu. La vérité sur l'oncle David de Lia et ses jeux spéciaux était enfin sur le point d'éclater. Sofia Torres est arrivée à l'hôpital, toujours dans son uniforme de nettoyage, ses cheveux foncés attachés et ses mains tremblantes alors qu'elle se précipitait à travers les portes des urgences. Elle avait reçu l'appel alors qu'elle terminait son quart de travail au complexe de bureaux de Maplewood et le trajet de 30 minutes jusqu'à l'hôpital lui avait semblé une éternité. « Ma fille Lia Torres ? Où est-elle » a demandé Sofia à la réceptionniste, le souffle coupé, son espagnol marqué d'un léger accent qui révélait sa nervosité. L'officier Benjamin a rencontré Sofia dans la salle d'attente. Son expression était aimable mais sérieuse. « Madame Torres, je suis l'officier Campos. Lia est en sécurité et les médecins s'occupent d'elle à merveille. Qu'est-il arrivé à mon bébé ?» La voix de Sofia s'est brisée d'émotion. L'hôpital a appelé et a dit qu'il y avait une urgence, mais ils n'ont rien voulu me dire au téléphone. La docteure Blanco s'est approchée d'eux, son comportement professionnel mêlé à une compassion évidente. « Madame Torres, asseyons-nous et parlons. Lia va bien, mais nous devons discuter de ce que nous avons trouvé lors de son examen. » Alors qu'elle s'asseyait dans un coin tranquille de la salle d'attente, la docteure Blanco a expliqué les résultats médicaux en des termes que Sofia pouvait comprendre, évitant soigneusement les détails effrayants tout en s'assurant qu'elle comprenne la gravité de la situation. « Quelqu'un a mis un petit appareil dans le corps de Lia, a dit la docteure Blanco doucement. Cela lui causait de la douleur, mais nous l'avons retiré en toute sécurité maintenant. Lia se repose confortablement. Le visage de Sofia est devenu blanc. Un appareil. Je ne comprends pas. Qui ferait une chose pareille à une enfant ? L'officier Benjamin s'est penché en avant avec précaution. Madame Torres, Lia a mentionné quelqu'un appelé l'oncle David. Elle a dit qu'il jouait à des jeux spéciaux avec elle. Pouvez-vous nous parler de lui ? Les mains de Sofia se sont portées à sa bouche, horrifiée. David Méné, il habite dans l'appartement au-dessus de notre garage. Il aide avec le loyer et il a dit qu'il aiderait à s'occuper de Lia quand je travaillais mes quarts de nuit. Les larmes ont commencé à couler sur son visage. Lia m'a fait des dessins, mais je pensais que ce n'était que de l'imagination. Je travaille 3 emplois. Je suis toujours si fatigué. Ce n'est pas votre faute, a dit la docteure Blanco fermement. Vous êtes une mère aimante qui fait de son mieux pour subvenir aux besoins de sa fille. Sofia a continué d'une voix tremblante. David a emménagé il y a 6 mois. Il semblait gentil. Il avait de bonnes références de son travail aux entrepôts Patterson. Il a dit qu'il comprenait ce que c'était de lutter parce qu'il avait aussi grandi dans la pauvreté. Elle s'est essuyé les yeux. Lia a commencé à agir différemment il y a quelques semaines. Plus silencieuse. Elle ne voulait pas jouer avec ses amis, mais elle a dit que tout allait bien quand je lui ai demandé. L'officier Benjamin a pris des notes avec soin. Madame Torres, aviez-vous remarqué d'autres choses inhabituelles dans le comportement de David ? Il était toujours très intéressé par l'emploi du temps de Lia. Quand elle rentrait de l'école, quand je travaillerais tard, il s'est proposé de l'aider avec ses devoirs et de lui préparer le dîner. La voix de Sofia est devenue plus petite. Je pensais que j'avais beaucoup de chance de trouver quelqu'un qui se souciait de nous aider. La docteure Blanco a touché doucement la main de Sofia. Les enfants ne savent souvent pas comment dire aux adultes quand quelque chose de grave leur arrive, surtout quand la personne leur a dit de garder des secrets. « Puis-je voir ma fille maintenant ?» a demandé Sofia, se levant brusquement. « J'ai besoin de la serrer dans mes bras et de lui dire que je suis désolé de ne pas l'avoir protégée. »« Bien sûr, » a souri la docteure Blanco. Elle n'a cessé de demander de vos nouvelles. Alors qu'elle marchait vers la chambre de Lia, la radio de l'officier Benjamin a crépité. Unité 12. Nous avons une mise à jour sur la situation de Méné. Il ne s'est pas présenté à son quart de travail aux entrepôts Patterson aujourd'hui. Le superviseur dit qu'il a appelé pour se déclarer malade, mais son camion a été vu quittant la ville vers midi. Sofia a arrêté de marcher. Il est parti. Nous le cherchons, Madame Torres, et nous allons le trouver, a assuré l'officier Benjamin. Dans la chambre de Lia,
la petite fille était assise sur le lit, l'air beaucoup mieux après le retrait de l'appareil. Quand elle a vu sa mère, son visage s'est illuminé de soulagement. Maman, Lia a tendu les bras. Sofia s'est précipitée au chevet de sa fille et l'a serrée dans ses bras. Mon amour, je suis tellement désolée. Tu as été si courageuse de demander de l'aide. Maman, j'ai essayé de te montrer dans mes dessins les jeux que l'oncle David voulait jouer. Il ne me plaisait pas. Sofia a serré sa fille plus fort. Les larmes coulaient à flots. Désormais, si quelqu'un te met mal à l'aise ou te demande de garder des secrets, tu me le dis tout de suite. D'accord? Même si je suis fatigué, même si je travaille, tu es la chose la plus importante au monde pour moi. Pendant que la mère et la fille s'étreignaient, l'officier Benjamin est sorti pour coordonner la recherche de David Menet, mais il avait le pressentiment que cette affaire allait révéler bien plus que quiconque ne l'avait prévu. La détective Raquel Vega avait été appelée du siège du comté pour diriger l'enquête sur la disparition de David Menet. Âgée de 38 ans, elle était connue dans toute la région pour son approche méthodique des affaires impliquant des enfants et sa capacité à dénicher des schémas que d'autres laissaient échapper. Debout dans le petit appartement au-dessus du garage de la famille Torres, la détective Vega a examiné la scène avec des yeux entraînés. L'officier Benjamin Campos était à ses côtés, tous deux portant des gants de protection, alors qu'ils examinaient soigneusement ce que David avait laissé derrière lui. Il est parti vite, a observé la détective Vega, remarquant les tiroirs vides de la commode et les effets personnels manquants. Mais les gens pressés laissent toujours quelque chose d'important. L'appartement était austère, mais organisé. Un lit simple, une petite table et un bureau avec des câbles emmêlés d'où un ordinateur portable avait manifestement été retiré à la hâte, ce qui a attiré l'attention de la détective Vega. Cependant, ce sont les choses que David n'avait pas emportées. « Regardez ça », a-t-elle dit, en désignant un tableau en liège sur le mur recouvert de ce qui semblait être un horaire de travail, mais après une inspection plus approfondie, ce n'était pas du tout des horaires de travail. C'était la routine quotidienne de Lia, méticuleusement documentée. Les heures de ramassage à l'école, les heures de travail de Sofia, même des notes sur les moments où Lia serait seule. L'officier Benjamin a secoué la tête avec dégoût. Il surveillait cette famille comme un prédateur. La détective Vega a tout photographié avec soin. Benjamin, je veux que tu contactes les entrepôts Patterson et que tu obtiennes un historique d'emploi complet de Menet. De plus, fais une vérification des antécédents via la base de données nationale. Quelque chose me dit que ce n'est pas la première fois qu'il fait quelque chose comme ça. Alors qu'il continuait de chercher, la détective Vega a trouvé un petit carnet caché sous le matelas. Les pages contenaient des adresses et des noms de différentes villes de Géorgie et des États voisins. Chaque entrée comprenait des détails sur les familles, les mères célibataires, les horaires de travail, l'âge des enfants. Mon Dieu, a chuchoté la détective Vega en feuilletant les pages. Cela remonte à... Son téléphone a sonné. C'était l'hôpital qui appelait pour une mise à jour sur l'état de Lia. Détective Vega, ici la docteure Blanco. Lia va beaucoup mieux physiquement, mais elle a parlé davantage de David Menet. Elle a mentionné qu'il lui avait montré des photos sur son ordinateur d'autres enfants qui jouaient à ces jeux spéciaux. Elle a dit qu'il lui avait dit que cela faisait partie d'un club spécial. La détective Vega a senti son estomac se serrer. Docteur Blanco, je dois parler à Lia dès que possible, mais je veux qu'un psychologue pour enfants soit présent. Cette affaire vient de prendre une ampleur bien plus grande que nous ne le pensions. Après avoir raccroché, la détective Vega a immédiatement contacté le bureau du FBI d'Atlanta. Le carnet, le dispositif de suivi et la mention par Lia d'autres enfants suggéraient qu'ils avaient affaire à quelque chose de bien plus grave qu'un simple incident. Benjamin, je dois te demander de faire le tour du quartier. Parle à chaque personne dans cette rue. Découvre si quelqu'un a vu Menet, quel véhicule il conduisait, dans quelle direction il est allé. De plus, demande si d'autres familles ont eu des interactions inhabituelles avec lui. Alors que l'officier Benjamin sortait pour interroger les voisins, la détective Vega a fait une autre découverte troublante. Cachée derrière une planche lâche dans le placard, il y avait une petite carte mémoire d'appareil photo numérique. Ses mains ont tremblé légèrement en la rangeant comme preuve. Quelques minutes plus tard, l'officier Benjamin est revenu avec des informations qui ont rendu leur enquête encore plus urgente. Raquel, tu dois entendre ça. Madame Diaz, 2 maisons plus bas, a dit que David posait beaucoup de questions sur sa petite fille de 7 ans qui lui rend visite le week-end. Et Monsieur Rodriguez, d'en face,
a dit que sa femme s'était sentie mal à l'aise lorsque David s'était proposé de l'aider à s'occuper de sa fille de 6 ans pendant qu'elle faisait des courses. La détective Vega a hoché la tête sombrement. Il construisait un réseau ciblant les familles vulnérables de la région. Lia pourrait ne pas être sa seule victime. Son téléphone a vibré avec un SMS du FBI. Agent Jessica Mora en route pour aider. Le véhicule de Méné, vu en direction nord sur l'I-75 il y a 2 heures. Des barrages routiers sont mis en place. Alors que la détective Vega se préparait à retourner à l'hôpital pour interroger Lia avec le soutien approprié, elle ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il courait contre la montre. David Méné avait soigneusement planifié son opération à Maplewood et s'était échappé. On ignorait où il pourrait apparaître ensuite ou quel enfant innocent pourrait devenir sa prochaine cible. L'affaire de la petite ville qui a commencé avec le courageux appel au 911 d'une enfant se transformait rapidement en une chasse multi-États à un criminel dangereux qui se cachait à la vue de tous. L'agente du FBI, Jessica Mora, est arrivée à Maplewood 3 heures après avoir reçu l'appel de la détective Vega. Âgée de 38 ans, elle était spécialiste des crimes contre les enfants et avait travaillé sur des affaires dans tout le sud-est des États-Unis. Mais en examinant les preuves recueillies dans l'appartement de David Méné, même sa perspective expérimentée a été ébranlée. Détective Vega, c'est plus organisé que tout ce que j'ai vu depuis des années, a déclaré l'agente Mora, étalant les photographies de la documentation de David sur la table de conférence du poste de police de Maplewood. Il a planifié ses mouvements systématiquement, ciblant des types spécifiques de familles dans des communautés rurales où les ressources sont limitées. La détective Vega a montré le carnet qu'ils avaient trouvé. Les adresses couvrent 5 États. Chaque entrée contient des informations détaillées sur les mères célibataires, leurs horaires de travail et les routines des enfants. Ce n'est pas aléatoire. Il a construit un réseau. Alors qu'il travaillait à coordonner avec les forces de l'ordre de plusieurs États, un schéma frustrant a commencé à émerger. Les appels téléphoniques vers d'autres juridictions ont révélé une vérité troublante. David Méné avait déjà été signalé, mais les plaintes s'étaient perdues dans le labyrinthe bureaucratique. L'agente Mora a parlé au capitaine Clark à Valdosta, en Géorgie. Oui, nous avons eu une plainte concernant un David Méné il y a environ 18 mois, a confirmé le capitaine au haut-parleur. Une mère célibataire a dit que son voisin posait trop de questions sur sa fille, mais quand nous sommes allés enquêter, Méné avait déjà déménagé. L'affaire s'est refroidie. Des histoires similaires sont venues d'Alabama et de Caroline du Sud. À chaque fois, David s'était soigneusement établi dans les communautés, gagné la confiance, puis avait disparu lorsque des questions commençaient à se poser. Le système n'avait pas réussi à relier les points au-delà des frontières des États. La détective Vega est sortie du poste de police et s'est assise dans sa voiture de patrouille, sentant le poids de la frustration sur ses épaules. Elle a sorti son téléphone et a regardé une photo de sa propre fille de 8 ans, Clara. Pendant un instant, elle s'est permise de ressentir l'émotion qu'elle avait réprimée toute la journée. Il y a 15 ans, alors qu'elle était une jeune officier, elle avait travaillé sur un cas d'enfant disparu, un petit garçon nommé Léo, qui n'a jamais été retrouvé. L'échec à le sauver l'avait poussée à se spécialiser dans les cas de protection de l'enfance, mais cela signifiait aussi porter le poids de chaque enfant qu'elle ne pouvait pas aider à temps. Assise là sur le parking, la détective Vega a essuyé une larme et a fait une promesse silencieuse. La bravoure de Lia Torres ne serait pas vaine. Cette fois, ils attraperaient le responsable et s'assureraient qu'il ne puisse plus nuire à un autre enfant. De retour au poste, l'agente Mora coordonnait avec le service des maréchaux américains pour étendre la poursuite. Le véhicule de David Méné a été vu pour la dernière fois près de la frontière du Tennessee, a-t-elle annoncé. Mais nous avons également découvert quelque chose de plus troublant. Elle a ouvert une carte sur son ordinateur portable. Dans chacun des emplacements précédents où des plaintes avaient été déposées, il y avait des familles qui correspondaient à un schéma spécifique, immigrants récents, mères célibataires ayant plusieurs emplois, maîtrise limitée de l'anglais. Il ciblait spécifiquement les familles qui pourraient avoir peur de demander de l'aide aux autorités. La détective Vega est revenue dans la pièce avec une détermination renouvelée. Cela explique la situation de Sofia Torres. Elle avait 3 emplois. Elle joignait à peine les 2 bouts et David s'est positionné comme un voisin serviable. Elle s'est probablement sentie reconnaissante de toute aide. Ça empire, a poursuivi l'agente Mora. J'ai parlé au service d'immigration. Plusieurs des familles du carnet de David ont un statut de documentation douteux. Il est possible qu'il ait utilisé leur vulnérabilité pour les faire taire.
La révélation a frappé durement les deux enquêteurs. David Méné ne ciblait pas seulement les enfants, il exploitait systématiquement la peur et le désespoir de familles entières. Le téléphone de l'agente Mora a sonné. C'était le bureau local d'Atlanta avec une mise à jour. Agente Mora, nous avons le véhicule de Méné abandonné dans une station-service en dehors de Chattanooga. Les caméras du magasin le montrent montant dans un camion 18 roues vers 16 heures. Nous suivons le chauffeur de camion maintenant. Il essaie de franchir plusieurs frontières d'État rapidement, a observé la détective Vega. C'était son plan d'évasion depuis le début. À la tombée de la nuit, les deux enquêteurs savaient qu'ils étaient dans une course contre la montre. David Méné avait planifié ses activités criminelles avec une précision minutieuse et avait planifié son évasion avec la même méticulosité. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'une fillette de 7 ans nommée Lia Torres trouverait le courage de décrocher un téléphone et de demander de l'aide, déclenchant une chaîne d'événements qui allait finalement exposer son réseau de tromperie soigneusement construit. De retour à l'hôpital général de Maplewood, Lia Torres dormait paisiblement pour la première fois depuis des semaines, sa petite main agrippée à celle de sa mère. Mais dans l'aile de psychologie infantile, la docteure Megan Clark examinait des schémas troublants qui avaient émergé de ses 12 entretiens avec la courageuse petite fille. La docteure Clark, spécialiste du traumatisme infantile, avait passé 2 heures avec Lia en utilisant l'art-thérapie et des techniques de jeu pour l'aider à exprimer des sentiments pour lesquels elle n'avait pas de mots. Les dessins que Lia a fait racontaient une histoire qui allait au-delà de ce qui s'était passé à Maplewood. « Agente Mora, je pense que vous devez voir ça », a dit la docteure Clark, appelant l'agente du FBI qui coordonnait l'enquête multi-État. Lia a parlé d'autres enfants que David lui a montrés en photo sur son ordinateur. Elle les a décrits comme faisant partie d'un club spécial et a mentionné des détails spécifiques qui suggèrent qu'elle a pu être témoin d'appels vidéo avec d'autres victimes. L'agente Mora a senti son cœur se serrer. De combien d'autres enfants parlons-nous? Lia a mentionné au moins 3 autres petites filles que David a dit être ses sœurs du club. Vous vous souvenez de leurs noms? Mia, Eva et Zoé. Elle a dit que David lui avait dit qu'elle vivait très loin, mais qu'elle jouait au même jeu. Pendant ce temps, dans l'aile psychiatrique, Sofia Torres luttait contre une culpabilité écrasante alors qu'elle parlait à la travailleuse sociale de l'hôpital, Laura Evans. Laura, une conseillère bilingue spécialisée dans l'aide aux familles immigrantes pour traverser les situations de crise, a écouté avec une patience infinie pendant que Sofia se déchargeait de ses peurs. « Je suis venue dans ce pays pour donner à Lia une vie meilleure », a chuchoté Sofia, les larmes coulant sur son visage. Après la mort de son père dans l'accident de construction, je pensais que si je travaillais assez dur, si j'économisais assez d'argent, tout irait bien, mais je travaillais tellement que j'ai manqué tous les signes. Laura avait entendu des histoires similaires d'innombrables fois au cours de ses 15 ans de travail social. Sofia, vous n'êtes pas responsable de ce que David Méné a fait. Vous essayez de survivre et de subvenir aux besoins de votre fille. Des prédateurs comme lui ciblent spécifiquement les familles en situation vulnérable. Sofia a montré à Laura les dessins que Lia avait faits ces dernières semaines. Des images qui prenaient maintenant une signification terrifiante. Elle a dessiné cet homme avec Lia, toujours avec Lia, l'air triste ou effrayé. Elle a essayé de me le montrer, mais j'ai pensé que c'était juste de l'imagination. Je rentrais si fatigué de nettoyer des bureaux toute la nuit. Dans notre communauté, nous ne nous sentons pas toujours en sécurité à parler à la police, a poursuivi Sofia d'une voix brisée. Mon espagnol n'est pas parfait et j'avais peur que si je causais des problèmes, si je posais trop de questions, les services de protection de l'enfance pourraient penser que je n'étais pas une bonne mère. Peut-être qu'ils me prendraient Lia. Laura comprenait les peurs complexes qui maintenaient les familles dans la situation de Sofia silencieuse. Les barrières linguistiques, les préoccupations concernant le statut d'immigration et les différences culturelles créaient des murs qui empêchaient les gens de demander de l'aide quand ils en avaient le plus besoin. Sofia, il y a beaucoup de familles comme la vôtre qui ont essayé de demander de l'aide, mais se sont senties ignorées, a expliqué Laura doucement. Le système n'a pas réussi à protéger les familles vulnérables, en particulier celles qui ne parlent pas l'espagnol comme première langue ou qui craignent l'interaction avec les autorités. Alors que Laura travaillait avec Sofia, la situation générale devenait plus claire. David Méné avait spécifiquement ciblé les familles dans les petites communautés conservatrices du Sud, où les familles immigrantes se sentaient souvent isolées et avaient peur de chercher de l'aide. Il exploitait leur peur de la déportation, leurs barrières linguistiques et leur désespoir économique. Dans le cas de Lia, Sofia avait tenté d'exprimer ses préoccupations à la conseillère scolaire de Lia 3 semaines auparavant,
mais la conversation avait été dismissive. La conseillère, submergée par les cas et peut-être inconsciemment biaisée, avait suggéré que Sofia exagérait en raison de différences culturelles dans le comportement des enfants. La maîtresse de Lia avait également remarqué des changements dans le comportement de la petite fille. Elle était devenue repliée sur elle-même. Elle a commencé à dessiner des images troublantes pendant le cours d'art et semblait fatiguée pendant le cours, mais dans un système scolaire rural sous-financé, où les enseignants géraient 30 élèves par classe, les préoccupations individuelles passaient souvent inaperçues. La docteure Clark est revenue avec des informations plus troublantes de sa séance avec Lia. Elle a mentionné que David lui avait dit de ne jamais parler espagnol près de lui parce que cela le mettait en colère. Il lui avait également dit que si elle parlait un jour à sa mère de leur jeu, les agents d'immigration viendraient et sépareraient sa famille pour toujours. La manipulation psychologique avait été délibérée et calculée. David avait utilisé la peur la plus profonde de Lia, de perdre sa mère, pour assurer son silence. L'agente Mora, en entendant ces révélations, a senti la colère monter dans sa poitrine. Cet homme n'avait pas seulement blessé ses enfants, il avait systématiquement exploité les vulnérabilités et les peurs de familles entières. À la tombée de la nuit sur Maplewood, le courageux appel au 911 de Lia ne révélait pas seulement les crimes d'un homme, mais l'échec d'un système entier à protéger ses résidents les plus vulnérables. À 6h30 le lendemain matin, un léger coup a retenti à la porte de la chambre d'hôpital de Lia. Sur le seuil se tenait une femme aux cheveux argentés, aux doux yeux bleus et à un sourire chaleureux qui a immédiatement rempli la pièce de réconfort. Elle portait un badge de bénévole indiquant Léonore Nora Robles, soutien pédiatrique. « Bonjour, douce Lia », a dit Nora à voix basse, s'approchant du lit où Lia coloriait dans un livre. « Je suis Nora et je travaille avec des enfants dans cet hôpital depuis très, très longtemps. » Lia a levé les yeux avec curiosité. À 70 ans, Nora avait le genre de présence qui faisait que les enfants se sentaient instantanément en sécurité. Elle se déplaçait lentement et parlait doucement, sa voix chargée de décennies d'expérience à aimer et à protéger des enfants vulnérables. « Êtes-vous docteur ?» a demandé Lia, posant son crayon. « Non, ma chérie. Je suis une infirmière à la retraite, mais maintenant je passe mon temps à m'assurer que des enfants courageux comme toi se sentent aimés et protégés. » Nora a tiré une chaise près du lit de Lia. « J'ai entendu dire que tu as fait un appel très important qui t'a aidé à rester en sécurité. » Sofia, qui avait dormi sur la chaise d'hôpital inconfortable, s'est réveillée et a semblé préoccupée par cette nouvelle visiteuse. « Madame Torres, » a dit Nora, tendant chaleureusement sa main. « Je suis Nora Robles. Je suis bénévole ici depuis 5 ans depuis que j'ai perdu mon mari. Je suis spécialisée dans l'aide aux familles dans des moments difficiles comme celui-ci. » Quelque chose dans la présence honnête et maternelle de Nora a immédiatement rassuré Sofia. « Merci de vous soucier de Lia », a dit Sofia à voix basse. Nora s'est assise et a commencé à parler à Lia de ses dessins, posant des questions douces qui ont aidé la petite fille à exprimer ses sentiments. Mais ce qui rendait Nora spéciale, c'était sa propre histoire de perte et de guérison. « Lia, puis-je te dire quelque chose ? J'avais une petite fille qui avait à peu près ton âge. Elle s'appelait Gracia et elle a vécu avec moi un moment quand sa maman était malade. » La voix de Nora s'est adoucie au souvenir. « Gracia nous a été enlevée dans un accident et pendant longtemps, j'ai pensé que mon cœur ne guérirait jamais. » Lia écoutait attentivement, sentant que Madame Nora comprenait la tristesse d'une manière que d'autres adultes ne comprenaient pas. « Mais, sais-tu ce que j'ai appris ? Parfois, quand nous perdons quelqu'un que nous aimons ou quand quelque chose de terrifiant nous arrive, nous pouvons choisir d'utiliser cette expérience pour aider d'autres personnes. C'est ce qui m'a amené ici pour te rencontrer. » L'agente Mora et la détective Vega, qui avaient coordonné la recherche de David Mené, sont arrivés à l'hôpital pour informer Sofia de leur progrès. Lorsqu'elles ont rencontré Nora, les deux enquêteuses expérimentées ont immédiatement reconnu quelque chose de spécial dans sa connexion avec Lia. « Madame Robles, » a dit l'agente Mora. « Seriez-vous prête à nous aider avec les soins continus de Lia ? Nous pourrions avoir besoin que vous fournissiez plus d'informations au fur et à mesure que notre enquête se poursuit et elle semble très à l'aise avec vous. » Nora a regardé Lia, puis Sofia, et a senti quelque chose bouger dans son cœur qu'elle n'avait pas ressenti depuis qu'elle avait perdu sa petite fille. Ce serait un honneur d'aider cette famille de toutes les manières possibles. Au fur et à mesure que la matinée avançait, Nora en apprit davantage sur la situation de Sofia, les 3 emplois, les difficultés financières, le manque de soutien familial en Géorgie. Quand elle apprit que Sofia craignait de manquer le travail et de perdre potentiellement son appartement,
Nora prit une décision qui surprit tout le monde, y compris elle-même. Sophia, j'ai une grande maison qui est restée trop silencieuse depuis le décès de mon mari. Lia aura besoin de temps pour guérir et vous avez toutes les deux besoin d'un endroit sûr où vous pourrez vous sentir protégés. Voudriez-vous envisager de rester avec moi pendant que nous traversons cette période difficile? Les yeux de Sophia se sont remplis de larmes. Après des mois à se sentir seule et dépassée, cette aimable étrangère lui offrait exactement ce dont elle et Lia avaient le plus besoin, la sécurité, le soutien et une véritable attention. Lia regarda Nora avec de l'espoir dans les yeux. Voudriez-vous vraiment que nous restions avec vous, Madame Nora? Douce enfant, je crois que Dieu t'a mise sur mon chemin pour une raison. Tu as besoin que quelqu'un prenne soin de toi et j'ai besoin de quelqu'un à qui prendre soin. Cela me semble une combinaison parfaite. 3 jours plus tard, dans le salon douillet de Nora, rempli de photos de famille et de meubles confortables, Lia se sentit suffisamment en sécurité pour partager des souvenirs qu'elle avait eu trop peur de discuter auparavant. Nora était assise à côté d'elle sur le canapé fleuri tandis que l'agente Mora et la docteur Clark écoutaient attentivement depuis des chaises voisines. Lia, tu as mentionné que David t'avait montré des photos d'autres petites filles, a dit la docteur Clark doucement. Peux-tu nous en dire plus sur ce que tu te souviens? Lia a serré son nouvel ours en peluche, un cadeau de Nora, et a pris une profonde inspiration. Il avait un ordinateur avec un programme spécial. Parfois, d'autres petites filles apparaissaient à l'écran et il disait que c'était mes sœurs du club, qu'elles vivaient très loin. L'agente Mora s'est légèrement penchée en avant. David a-t-il déjà mentionné où vivaient ces autres petites filles, ma chérie? Mia vivait dans un endroit avec beaucoup d'arbres et de montagnes. Eva était près d'un grand lac et Zoé, elle parlait anglais et espagnol comme moi, mais David a dit qu'elle vivait dans un endroit avec beaucoup de vaches et de fermes. Nora a doucement serré la main de Lia pour la réconforter. Ses instincts maternels avaient eu raison de la nécessité pour cet enfant d'une protection supplémentaire et de patience pour guérir. Le téléphone de l'agente Mora a vibré avec un message urgent. Elle est sortie pour prendre un appel du bureau du FBI d'Atlanta. Agente Mora, nous avons fait une percée majeure, a dit la voix. Le chauffeur de camion qui a pris Méné a été localisé. Il l'a déposé à une gare routière à Nashville il y a 2 jours. Les autorités locales examinent actuellement les images de sécurité. Une indication de sa destination? A demandé l'agente Mora. Les registres des billets de bus montrent qu'il a acheté un billet pour Little Rock, Arkansas, mais voici la partie troublante. Nous venons de recevoir des rapports de la police d'État de l'Arkansas concernant un cas de disparition impliquant une fillette de 6 ans nommée Mia Williams. Elle a disparu de sa cour arrière il y a 3 jours. L'agente Mora a senti son sang se glacer. La description de Lia de Mia avec les arbres et les montagnes prenait soudain un sens horrible. L'Arkansas était connu pour ses régions montagneuses et boisées. Lorsque l'agente Mora est revenue dans le salon de Nora, son expression était sérieuse, mais contrôlée. Elle ne voulait pas effrayer Lia, mais elle avait besoin de plus d'informations. Lia, quand David parlait de Mia, a-t-il mentionné quelque chose sur sa famille où elle vivait? Lia a réfléchi attentivement, son jeune esprit s'efforçant de se souvenir de détails qui pourraient sauver la vie d'une autre enfant. Il a dit que la maman de Mia travaillait dans un magasin et que Mia était seule à la maison après l'école. Comme moi, il a dit que Mia était très courageuse et bonne pour garder des secrets. La docteure Clark a échangé un regard significatif avec l'agente Mora. Le schéma devenait clair. David Méné ciblait des enfants issus de situations familiales similaires dans plusieurs États. Nora, avec ses années d'expérience en soins infirmiers et sa compréhension intuitive des enfants, a reconnu que Lia cachait quelque chose d'important. Douce enfant, a dit Nora à voix basse. A-t-il autre chose que tu te souviennes du temps que David passait sur l'ordinateur, n'importe quoi, même si ça semble petit? Lia a regardé autour d'elle les visages aimants qui l'entouraient. Pour la première fois depuis des mois, elle s'est sentie vraiment en sécurité et protégée. Parfois, quand les autres petites filles étaient sur l'ordinateur, elles avaient l'air tristes ou effrayées, comme dans mes dessins. Et David nous disait toujours que si nous parlions un jour de notre club aux adultes, de mauvaises choses arriveraient à nos familles. Mais tu as été assez courageuse pour demander de l'aide quand même, a dit Nora avec fierté, caressant les cheveux de Lia. J'ai eu tellement peur quand mon ventre a commencé à faire si mal. J'ai pensé que j'allais peut-être mourir et je ne voulais pas mourir sans dire à quelqu'un que les jeux de David n'étaient pas bien. Le téléphone de l'agente Mora a sonné de nouveau, cette fois c'était la police d'État de l'Arkansas avec des nouvelles urgentes.
Agente Mora, ici le shérif Walker du comté de Pulaski, Arkansas. Nous avons retrouvé Zoé Garcia. Elle est en sécurité, mais elle était détenue dans une remorque derrière l'opération principale. Le propriétaire de la propriété, un homme nommé Mark Harris, semble avoir travaillé avec Méné. L'agente Mora s'est précipitée pour annoncer la nouvelle. Zoé est en sécurité. Elle a été retrouvée dans une ferme avicole. Le souvenir de Lia à propos des poulets les avait menés directement à elle. Lia a laissé tomber son crayon et a levé les yeux grands ouverts. Zoé va bien, va-t-elle retourner auprès de sa maman? Oui, ma chérie, parce que tu t'es souvenu de ce qu'elle t'avait dit à propos des poulets. La police a su exactement où chercher. Tu as aidé à sauver la vie de Zoé. Nora a attiré Lia dans une étreinte chaleureuse. Tu vois, ma précieuse enfant? Ton courageux appel téléphonique a déclenché quelque chose qui a aidé à protéger des enfants que tu n'as même jamais rencontrés. Alors que le soleil se couchait sur Maplewood, l'ampleur totale de l'opération est devenue évidente. Le courage de Lia de composer le 911 avait exposé un réseau criminel s'étendant sur plusieurs États et avait sauvé au moins 4 enfants d'un danger continu. Mais pour Nora, en voyant Lia sourire pour la première fois depuis qu'elle s'était rencontrée, la vraie victoire fut de voir l'espoir revenir dans les yeux d'une petite fille. Le palais de justice du comté de Pulaski en Arkansas était bondé d'agents des forces de l'ordre, de travailleurs sociaux et de médias, tandis que David Méné faisait face à la justice. Grâce à une liaison vidéo sécurisée, Lia était assise dans le salon de Nora, sa petite main serrant les doigts de sa nouvelle grand-mère alors qu'elle regardait l'homme qui l'avait blessée finalement répondre de ses crimes. L'agente Mora était à ses côtés, expliquant ce qui se passait en termes que Lia pouvait comprendre. Lia, parce que tu as été assez courageuse pour dire la vérité, David ne pourra plus jamais faire de mal à un autre enfant. À l'écran, ils ont vu le juge lire les accusations contre David Méné et son complice Mark Harris. Les preuves étaient accablantes, les dispositifs de suivi, les victimes documentées dans 5 États, le témoignage de 4 petites filles courageuses qui avaient trouvé leur voie. Lia a regardé en silence David être emmené menotté. Pour la première fois depuis le début de son épreuve, elle l'a vu petit et impuissant au lieu de menaçant et dominateur. Est-ce qu'il est vraiment parti pour toujours? A demandé Lia à Nora à voix basse. Oui, douce enfant. Il sera en prison pendant très longtemps, où il ne pourra faire de mal à aucun enfant. Mais le moment le plus puissant est survenu lorsque Lia a entendu quelque chose d'inattendu à travers la retransmission vidéo. Les voix d'autres enfants, Mia de l'Arkansas, Eva de Caroline du Sud et Zoé de la ferme avicole, faisaient partie du processus, chacune retrouvant sa famille en toute sécurité. Madame Nora, a dit Lia avec étonnement. Ce sont mes sœurs du club, mais maintenant elles n'ont plus peur. La détective Vega, qui s'était rendue en Arkansas pour le procès, a appelé chez Nora avec des nouvelles émouvantes. Nora, tu dois savoir ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Quand le juge a condamné Méné, il a spécifiquement mentionné le courage de Lia à faire cet appel au 911. Il a dit que sa bravoure a sauvé 4 petites filles et a exposé un réseau qui aurait pu en blesser des dizaines d'autres. Nora s'est essuyé les larmes des yeux en voyant le visage de Lia s'illuminer de compréhension. Cet enfant, qui avait eu si peur et avait été si seul quelques semaines auparavant, commençait à réaliser le véritable impact de sa bravoure. Lia, a dit Nora à voix basse, tu ne t'es pas seulement sauvé toi-même, tu as sauvé Mia, Eva, Zoé, et probablement de nombreux autres enfants dont nous ne saurons jamais rien. Ce soir-là, alors que Lia se préparait à dormir dans sa nouvelle chambre chez Nora, elle a posé une question qui a brisé le cœur de Nora par son innocence et son espoir. Nora, tu crois que mon papa au ciel sait que j'ai été courageuse? Oh, ma précieuse enfant, a chuchoté Nora, enveloppant Lia dans la couverture rose qu'elles avaient achetée ensemble. Je sais que ton papa est très fier de la fille courageuse qu'il a élevée. Pour la première fois depuis le début de l'épreuve, Lia s'est laissée pleurer. Non pas des larmes de peur ou de douleur, mais des larmes de soulagement et de libération. Nora la serrait fort tandis que des semaines d'émotions refoulées trouvaient enfin un exutoire. J'avais tellement peur que personne ne me croie. J'avais l'habitude d'avoir peur que David fasse du mal à maman si je disais la vérité. Mais tu as quand même trouvé ta voix, a dit Nora, la berçant doucement. Et ta voix a tout changé. 3 semaines après la condamnation de David Méné, Sofia Torres a reçu une nouvelle qui allait changer la vie de sa famille pour toujours. Les services d'immigration, en collaboration avec le FBI et les autorités locales,
avait accéléré sa demande de résidence légale en raison de sa coopération en tant que victime d'un crime. Madame Torres, a expliqué l'agente d'immigration, Susanna Baker, lors d'une visite chez Nora. Votre courage, en aidant les forces de l'ordre à exposer ce réseau criminel, vous qualifie, vous Elia, pour un statut spécial de protection des victimes. Vous pourrez travailler légalement et Elia aura accès à tous les services de soutien dont elle aura besoin. Sophia a fondu en larmes de soulagement. Pendant des années, elle avait vécu dans la peur que prendre la parole puisse entraîner la déportation et la séparation de Lia. Maintenant, sa décision de faire confiance au système et de se battre pour sa fille avait assuré leur avenir en Amérique. Nora, qui avait été présente à chaque étape de ce processus, sentit son cœur se gonfler de fierté. Sophia, vous êtes l'une des mères les plus fortes que j'ai jamais rencontrées. Le courage de votre fille est venu du fait de vous voir vous battre pour votre famille chaque jour. Pendant ce temps, les effets de l'affaire se faisaient sentir dans toute la région. La détective Vega avait été promue pour diriger un nouveau groupe de travail multi-État pour la protection des enfants vulnérables, avec l'agente Mora comme partenaire fédéral. Leur première initiative fut de créer un programme pour former les forces de l'ordre et les travailleurs sociaux à mieux reconnaître et répondre aux familles comme celle de Sophia, qui avait besoin d'aide mais avait peur de la demander. La docteure Clark et Laura Evans, la travailleuse sociale bilingue, s'étaient également associées pour créer des services de conseil en traumatologie conçus spécifiquement pour les enfants et les familles immigrantes. Lia fut leur première réussite, mais elle savait qu'elle ne serait pas la dernière. Les entrepôts Patterson, où David avait travaillé, ont mis en œuvre de nouvelles procédures de vérification des antécédents et des systèmes de surveillance des employés. Le propriétaire, dévasté par le fait que son entreprise ait involontairement hébergé un criminel, a fait don de $50 000 pour créer un fonds local de protection de l'enfance en l'honneur de Lia. Lia elle-même s'épanouissait d'une manière qui étonnait tous ceux qui connaissaient son histoire. Elle était retournée à l'école où son enseignante, Madame Pérez, avait créé un projet spécial sur les aidants de la communauté, policiers, médecins, travailleurs sociaux et opérateurs du 911 qui assurent la sécurité des enfants. Madame Nora, a dit Lia un après-midi alors qu'elle faisait ses devoirs à la table de la cuisine. Je veux être opératrice du 911 quand je serai grande pour pouvoir aider d'autres enfants qui ont peur comme moi j'ai eu peur. Nora a souri, se souvenant des rêves de sa propre petite fille d'aider les autres. C'est un beau rêve, ma chérie. Tu sais déjà à quel point il est important d'écouter quand quelqu'un a besoin d'aide. Le processus de guérison n'était pas toujours facile. Lia faisait encore des cauchemars parfois et il y avait des jours où elle se sentait triste ou confuse par ce qui lui était arrivé. Mais avec l'amour patient de Nora, le conseil professionnel et la protection féroce de Sophia, elle apprenait qu'être blessée ne signifiait pas être brisée. Un soir, alors qu'elles étaient assises sur le porche de Nora à regarder les lucioles, Lia a posé une question qui a révélé à quel point elle avait grandi. Madame Nora, vous croyez qu'il y a d'autres petites filles quelque part qui ont besoin d'aide, mais qui ont trop peur d'appeler? Je crois que oui, ma précieuse enfant. Alors, je suis contente que nous ayons aidé à attraper David pour qu'il ne puisse pas les trouver. 6 mois après le procès, la maison de Nora s'était transformée en quelque chose que ni elle ni Sophia n'auraient pu imaginer, un véritable foyer rempli de rire, d'amour et du chaos quotidien de la vie de famille. Lia s'épanouissait en 3e année. Sa maîtresse rapportait qu'elle réussissait non seulement académiquement, mais qu'elle était devenue une leader naturelle qui prenait soin des autres enfants qui semblaient seuls ou effrayés. La petite fille, qui avait jadis eu trop peur de parler, était maintenant la première à consoler un camarade de classe qui pleurait ou à inclure un nouvel élève dans les jeux de cours. Sophia avait trouvé un emploi stable comme traductrice et agente de liaison culturelle au département des services sociaux du comté, utilisant sa propre expérience pour aider d'autres familles immigrantes à traverser des situations de crise. Son espagnol s'était considérablement amélioré et elle suivait des cours du soir pour obtenir son diplôme d'études secondaires. Nora, a dit Sophia un soir alors qu'elle préparait le dîner ensemble. Je n'aurais jamais cru me sentir à nouveau en sécurité quelque part, mais dans cette maison avec toi, je sens que nous avons enfin une vraie famille. Nora, remuant une marmite de sa célèbre soupe au poulet, sentit des larmes de joie monter à ses yeux. Sophia, toi et Lia n'avez pas seulement trouvé un endroit sur ici, vous avez redonné vie à cette vieille maison. Avant votre arrivée, ces pièces n'étaient remplies que de souvenirs. Maintenant, elles sont remplies d'espoir. Les 3 générations de femmes avaient créé leur propre tradition spéciale. Les samedis matins étaient réservés aux crêpes et aux dessins animés. Les dimanches après-midi étaient consacrés à la cuisson de biscuits et à la narration d'histoires.
Lia avait appris à faire les biscuits aux pépites de chocolat de la recette secrète de Nora, tandis que Nora avait appris à faire les tamales traditionnels de Sofia. Mais la tradition la plus significative était leur cercle de gratitude hebdomadaire, où chaque personne partageait quelque chose pour lequel elle était reconnaissante de la semaine passée. Je suis reconnaissante que Madame Nora m'ait appris à tricoter, a annoncé Lia lors d'un de ces cercles, montrant une écharpe légèrement tordue qu'elle était en train de faire. Et je suis reconnaissante que maman sourit davantage maintenant. Je suis reconnaissante pour cette famille qui a choisi de nous aimer, a dit Sofia, tendant la main pour serrer celle de Nora et Lia. Nora a pris une profonde inspiration, se sentant plus complète depuis des années. Je suis reconnaissante que Dieu m'ait envoyé 2 anges qui m'ont appris que mon cœur a encore de la place pour aimer. La guérison ne se produisait pas seulement à l'intérieur de leur foyer. L'histoire de Lia avait inspiré la création de la fondation La Voix de Lia, qui fournissait des services de soutien aux familles immigrantes et formait les premiers intervenants à mieux reconnaître les signes d'enfants en détresse. La Dr Clark avait écrit une étude de cas sur le rétablissement de Lia qui était utilisée dans les universités de tout le pays pour former les futurs psychologues pour enfants. Le nouveau groupe de travail de la détective Vega avait déjà empêché 3 opérations criminelles similaires de s'implanter dans des communautés vulnérables. L'agente Mora avait été promue pour diriger la nouvelle initiative de protection de l'enfance du FBI, inspirée par la coordination multi-État qui avait sauvé Lia et les autres enfants. Vous savez ce qui est le plus beau ? A dit la Dr Clark à Nora lors d'un des rendez-vous de suivi de Lia. Lia ne se voit plus comme une victime, elle se voit comme une aide, une protectrice, quelqu'un qui a le pouvoir d'améliorer les choses pour les autres. Lia, entendant cette conversation, a levé les yeux du puzzle sur lequel elle travaillait. Dr Clark, j'ai appris que même quand des choses effrayantes arrivent, il y a toujours de bonnes personnes qui veulent t'aider. Il faut juste être assez courageux pour demander. 1 an après cet appel au 911 qui a changé leur vie, Nora Robles a pris une décision qui a ému tous ceux qui l'ont entendue, elle a déposé les documents légaux pour devenir la tutrice officielle de Lia et parrainer la résidence permanente de Sofia en tant que famille. La cérémonie au palais de justice était petite mais significative. La juge Elena Davila a personnellement présidé les procédures. Lia portait une nouvelle robe blanche et Sofia portait le collier de perles de la défunte mère de Nora. Lia Sofia Torres Robles, a dit la juge Davila avec un sourire. Comprenez-vous que cela fait de Nora votre grand-mère légale et de cette maison votre foyer pour toujours ? Oui, madame, a répondu Lia avec confiance. Madame Nora est déjà ma vraie grand-mère dans mon cœur depuis longtemps. Nora a essuyé les larmes de ses yeux en redevenant officiellement une figure maternelle à 70 ans. Votre honneur, cet enfant m'a appris que la famille n'est pas une question de sang, c'est une question de choisir d'aimer quelqu'un pleinement. Après la cérémonie, ils ont célébré avec leur famille élargie. La détective Vega a amené sa fille Clara. L'agente Mora est venue avec ses jumeaux. La Dr Clark a apporté des biscuits et Laura Evans a dirigé tout le monde dans une chanson. Le moment le plus significatif est arrivé lorsque Lia est montée sur une chaise pour s'adresser à l'assemblée. Je veux remercier tout le monde de m'avoir aidé à trouver ma voie, a dit Lia. Avant d'appeler le 911, j'avais l'impression que personne ne pouvait m'entendre, mais vous tous avez écouté et m'avez aidé à comprendre que mes mots comptent. Elle a regardé autour d'elle les visages de sa famille choisie. Détective Vega, vous avez veillé à ce que David ne puisse plus faire de mal à d'autres enfants. Agente Mora, vous avez aidé à retrouver Mia, Eva et Zoé. Dr Clark, vous m'avez aidé à comprendre qu'avoir peur ne signifie pas être faible. Puis elle s'est tournée vers Sofia et Nora. Maman, tu m'as appris à être courageuse en étant courageuse tous les jours. Et grand-mère Nora, tu m'as montré ce que ça fait d'être complètement en sécurité et aimée. Nora a ouvert les bras et Lia s'est précipitée vers eux, enveloppée d'un amour guérisseur. Vous savez ce que j'ai appris ? A poursuivi Lia. Quand quelque chose de mauvais arrive, vous pouvez choisir quoi faire ensuite. Vous pouvez rester effrayé ou vous pouvez utiliser votre expérience pour aider d'autres personnes à ne pas avoir peur. Je veux continuer à aider d'autres enfants à trouver leur voie, a annoncé Lia. Grand-mère Nora dit que c'est ce que font les anges. Ils aident les personnes qui ont besoin de protection. Nora a réfléchi au chemin inattendu qui les avait réunis. Elle avait pensé que ses jours de mère étaient terminés, mais le courage de Lia lui avait donné une seconde chance d'aimer une enfant pleinement. Grand-mère Nora, a chuchoté Lia, tu crois que ta première petite fille Gracia serait contente que tu me trouves ? Nora a serré Lia plus fort. Douce enfant, je crois que Gracia t'a envoyé à moi.
Je crois qu'elle savait que sa vieille grand-mère avait encore plus d'amour à donner. 2 ans plus tard, Nora Robles était assise dans son rocking chair, regardant Lia jouer avec la confiance d'une enfant véritablement en sécurité. À 70 ans, Nora n'avait jamais imaginé que sa vie serait aussi pleine de sens et de bonheur. « Grand-mère Nora !» a crié Lia, courant avec une lettre. « Nous avons reçu du courrier de Mia. » Nora a souri alors que Lia montait sur ses genoux pour lire la lettre de Mia Williams, dont le sauvetage avait été rendu possible grâce au témoignage de Lia. « Chère Lia », commençait la lettre. « Quand ma maîtresse nous a demandé d'écrire sur notre héros, j'ai écrit sur toi. Ma maman dit que tu es la raison pour laquelle je suis en sécurité aujourd'hui. » Lia a souri radieusement pendant que Nora lisait les mots de Mia. Eva et Zoé avaient envoyé des lettres similaires, chacune témoignant du courage de Lia, créant des cercles de protection. Sophia est arrivée avec de merveilleuses nouvelles de son travail de coordination du programme La Voix de Lia. Lia, ma chérie, grâce au programme que nous avons lancé en ton honneur, nous avons aidé 12 familles de plus cette année. 12 enfants de plus ont trouvé le courage de parler. Les yeux de Lia s'écarquillèrent. 12 ? Vraiment ? Nora a senti des larmes de joie. La petite fille effrayée qui avait chuchoté dans un téléphone du 911 était devenue un symbole d'espoir pour les enfants vulnérables dans plusieurs États. « Je veux te dire quelque chose », a dit Nora, prenant les mains de Lia. « Avant que tu n'entres dans ma vie, je pensais que mes jours pour faire une différence étaient terminés. Je n'étais qu'une vieille femme solitaire avec trop de pièces vides. » La voix de Nora s'est renforcée. « Mais tu m'as appris que notre capacité à aimer, à protéger, à nous battre pour ce qui est juste, n'a pas de date de péremption. À 70 ans, j'ai découvert que j'avais encore le travail le plus important, aimer et protéger une enfant qui avait besoin de moi. » Lia s'est approchée de la balustrade du porche, l'air pensive. « J'avais l'habitude de penser que ce qui m'était arrivé n'était qu'une chose effrayante que j'avais dû survivre, mais maintenant je comprends que survivre n'était pas suffisant. Je devais trouver ma voie pour que d'autres enfants puissent trouver la leur aussi. » Elle s'est retournée avec une sagesse qui dépassait ses 9 ans. Je sais qu'il y a encore des enfants qui ont peur et ne savent pas comment demander de l'aide, mais je veux qu'ils sachent que leur voix compte, même si elle semble petite. Lia a regardé directement Nora. Et je veux que les grands-mères et les grands-pères sachent qu'ils ne sont pas trop vieux pour être des héros. Parfois, la chose la plus importante que vous puissiez faire est d'ouvrir votre cœur à quelqu'un qui a besoin de protection. Nora a serré Lia dans ses bras, submergée par la profonde vérité de sa petite fille. Si vous écoutez cette histoire, vous demandant si vous avez encore un rôle à jouer dans la protection des enfants, je suis là pour vous dire que oui, a dit Nora, s'adressant à ceux qui écouteraient l'histoire de Lia. Que vous ayez 20 ou 90 ans, votre voix compte. Votre volonté d'écouter compte. Le courage d'une petite fille a tout changé pour des dizaines de familles. Imaginez ce qui pourrait arriver si nous trouvions tous le courage de parler et d'agir lorsque les enfants ont besoin de protection. Lia a souri, sûre de savoir que sa voix avait rendu le monde plus sûr. N'oubliez pas, a-t-elle ajouté avec confiance, vous n'êtes jamais trop petit pour faire une grande différence et vous n'êtes jamais trop vieux pour être le héros de quelqu'un.